Paris, 7 octobre 1947. Mon cher cœur, tu m'as abandonné sur le quai d'une gare, agitant mes doigts comme un enfant qui joue, sentant l'eau vive de tes yeux à mes yeux. Tu m'as laissé parmi les tonitruances d'une gare qui reste à ma mémoire comme un haut lieu de fantasmagorie, inventé par quelques vicieux du genre d'Oscar Wilde, par quelques Hamlet en transe, par un être livide en tout cas, plus livide qu'Edgar Poe. Tu m'as laissé dans un Elseneur d'outre-raison, où toussaient des locomotives poussives, où hurlaient sur 2 notes aiguës des tuyaux de vapeur, où des gens fous couraient en tous sens derrière des paquets qui semblaient contenir leur cœur. Tu m'as laissé parmi mes jambes flageolantes, ton visage fuyait dans un cadre de verre au bout des portées de rails, et je restais là, stupéfait et stupide. J'ai refait les gestes sans chaleur des bêtes à crâne parleurs que sont les hommes. J'ai pris un métro, j'ai porté des aliments à ma bouche. J'ai souri, je crois, au garçon de restaurant qui me parlait de toi. Max Ménard, en me regardant, m'a demandé à brûle-pourpoint de t'épouser. Je ne lui ai pas répondu. Il s'est tu. Tu m'as laissé. Je suis rentré, titubant, m'écroulé sur un lit. Et puis, tous les démons que tu as laissés en moi ont sonné la charge contre mon pauvre être pantelant. Le groin de l'amour monstre a labouré ma côte horriblement. L'amour dans chaque doigt, dans chaque morceau de lèvre, dans chaque bout de chair, le désir dans chaque pensée errante, le feu dans la mémoire, le froid dans les yeux, la peur dans les cheveux. Tu m'as laissé. Et tu es là, immarcessible enfant aux doigts de fraîcheur, à la bouche de braise, au regard mouillé. Tu m'as laissé. Je n'ai pas eu ta chair. Je n'ai pas touché ton corps. Tu dis que jamais tu ne pourras m'aimer. Et je sens, j'affirme, je crie que ton être m'appartient. En écrivant cette lettre, je vois une image, comme volée dans une imagerie de Tentation de Saint-Antoine. Peut-être devant mes yeux, un canapé rouge, et toi et moi sommes blottis dessus, dans de la lumière bleue, réunis par un pont merveilleux, tendu de cœur à cœur. Un pont comme un ruban couleur d'arc-en-ciel. Un pont comme un cordon ombilical de mon cœur à ton cœur. J'entends une détonation sèche qui brise la vitre de la fenêtre. Le projectile, unique, nous avait traversé le cœur à l'un et à l'autre d'un seul coup, comme l'amour traverse 2 cœurs. La mort, l'amour, était venu comme survient une panne d'électricité. Goutte à goutte, le sang avait fait comme un tapis rouge et gluant sur le sol. Un tableau rouge et noir, sans une larme de lumière, où pourtant nous étions des cadavres, mais où quand même nous vivions d'une vie étrange qui palpitait dans une absence de corps. Je sens que tes mains auront peur quand elles tiendront cette lettre. Elles trembleront. Et au bout de cette distance qui nous sépare, je te sens frémir. Ô choses qui font que je sais, que je sens, que j'ai mal. Puisse Claire ne jamais souffrir. Arrange-toi pour ne jamais souffrir. Je sens les murs qui craquent et puis ma tête aussi. Je sens craquer l'édifice de ma raison, Claire. Je te sens qui te concrétise dans mes bras comme une gelée qui s'épaissit. On frappe à la porte. Téléphone, monsieur Alexis. La vie revient comme la lumière quand on tourne le commutateur dans une pièce noire. On a replacé le fusible qui avait sauté dans mon installation neuroélectrique. Je t'arrive. Je te reviens, chère Claire, de sucre candi. Il y avait au bout du fil un raseur. Je ne sais même plus ce que j'ai dit. Je ne sais même plus ce que je te disais.
Tu vois, parfois mon amour me couvre comme une eau profonde et bouillonnante. Je crains de relire ce que je t'ai écrit. Je me doute que ce doit être une transcription de ces affreux moments intérieurs que je ressens au centuple depuis ton départ. Mais j'ai aussi conscience que je dois te parler une langue plus intelligible. Je crains que mon cancer intérieur ne soit contagieux. J'essaie de réunir mes esprits, de concentrer le peu de raison qu'il m'est encore possible d'avoir, de chasser l'égoïsme de mon amour qui me possède. Tu es à Londres, tu as voyagé toute seule, tu as pleuré, tu as regardé le paysage, tu t'es ennuyé, tu as lu des livres, l'esprit absent, et puis tu t'es dit « Pourquoi ?» Tu t'es répété que ce départ n'était rien pour toi. Tu t'es sermonné, tu t'es demandé ce que j'étais pour toi, et ta raison a dit que je ne pouvais être qu'un élément épisodaire. Tu t'es souvenu des moments doux et graves, et des petites souffrances que tu as eues avec et pour un être là-bas, chez nous. Et à cause de cela, tu te dis que tu l'aimes. Je ne te dirai pas, comme je t'ai déjà dit, que tu n'as aimé personne, et que tu n'as aimé que l'amour. Moi, je peux affirmer que j'aime, parce que je n'aime pas l'amour. L'amour est décevant quand on l'aime. Toi, je t'aime. Et c'est uniquement parce qu'il n'y a pas d'autre mot dans la langue que j'appelle cela de l'amour. Tu es clair, la sève de ma vie, l'élément de ma vie, qui m'est indispensable comme l'air ou l'eau. Tu es clair, où se sont rencontrées des lignes de force vitale, le don du sourire, la plasticité, et puis un sixième sens qui palpite comme un cœur, qui luit comme des yeux et brûle comme une étoile. Tu vois, ma Claire, je me suis trouvé un jour criant, pleurant, riant, chantant, vivant enfin, conscient, sur une terre aux arbres verts, palmiers et dattiers, manguiers et cocotiers, sapotiers, avocatiers, sur une terre aux arbres verts charriant sous leur écorce 1000 essences subtiles. Autour de moi, il y avait des visages noirs dont les lèvres charnues chantaient en un patois chantant et parlaient en une langue vive et colorée avec laquelle je te parle aujourd'hui. Des visages noirs et bruns. Il y en avait un au nez droit, avec un grand sourire, et dont j'aimais caresser la soie onduleuse des cheveux. Maman. Il y avait aussi papa. J'étais un être vivant, un petit bout d'homme, un petit nègre, fils d'une série de nègres, jadis transportés sur cette île aux cheveux verts, aux arbres, aux branches folles, dont les fruits ont coutume de dépasser la promesse des fleurs. De cette île, ils ont fait un esquif, et ils l'ont lancé à la conquête de leur dignité d'homme et de tout l'avenir. Pour mature, ils n'avaient que leur volonté qui montait au ciel comme une flèche. Pour voile, leur rêve d'homme. Des hommes les courbaient, et puis les marquaient à l'épaule. Ils les ont alors jetés à la mer. Je le répète, de leur île, ils ont fait un esquif tourné vers le progrès et l'avenir. L'esquif connu sans tempête. Les haines de tous leurs anciens maîtres les poursuivaient. Ils ont connu une incessante bataille et une incessante victoire, seuls contre tous. Ils ont amené leur esquif conquérant. À chaque minute, plus de liberté. Je me suis trouvé sur cet esquif, donc, sur cette île verte, qui, je crois, porte l'orgueil de toute une race, chargée de vigueur et d'une grandeur inouïe aussi. Le petit nègre que j'étais a pris la beauté, il grandit, il a pris ce qu'on appelle savoir, il grandit, il a pris ce qu'on appelle liberté. Il a donc grandi parmi le soleil et les fruits de son pays, et il est devenu un homme. Il a appris que si l'homme de chez lui est à la poursuite de la lumière, il y a d'autres hommes qui, sur des îles, des péninsules et des continents, sont eux aussi à la poursuite de cette même lumière. Ce petit nègre avait réussi presque tout seul à savoir que le communisme est la jeunesse du monde, et que nous sommes tous les enfants de l'heure grave dont lutter est la loi. Et sachant que son île aux cheveux verts n'atteindrait son but
qu'elle s'était jadis fixée que dans le cadre d'une mue générale des sociétés humaines, il a dépensé plus de courage et de folie que ne dépensent à cet âge les jeunes hommes qui ont la foi rationnelle dans l'avenir de l'homme. Un jour, je me suis prise à rêver. J'ai cherché autour de moi, j'ai regardé dans mon île aux cheveux verts, une solitude intérieure affreuse. Seuls les livres lui avaient amené parfois des joies. Livres de vers, livres d'art, livres de science et parfois laissait courir sa plume au galop de son cœur. La chair était trop souvent triste, le flirt sans saveur. Les lèvres qui se donnent avaient trop souvent un goût de cendre. Les lèvres qui se refusent laissaient une sensation d'indifférence. L'amour, qu'est-ce que c'était? Peut-être avait-il cru avoir aimé, mais quand il l'avait dit, ce n'était qu'à lui-même, pour se le faire croire et immédiatement ne plus y croire. Peut-être une fois il avait failli. Une petite au regard couleur d'eau fraîche lui avait dit qu'elle l'aimait, là-bas, dans son île, qu'il avait été touché et ému. Il faillit l'aimer peut-être, mais ne l'aima point. C'était presque cela, mais ce n'était pas cela. C'était trop nonchalant comme sentiment, et les ardeurs qu'il y a dans l'amour ne s'y trouvaient pas. Un petit peu, c'était tout ce qu'il pouvait dire. Un jour, tu vins, Claire, et je connus l'amour. L'amour monstre, l'amour bête, l'amour minotaure, et depuis lors, c'est toi ou rien de la vie. La question qui se pose, irréversible, est celle-ci. Elle est simple et double. T'avoir et réaliser ma vie ou rien. C'est laconique et définitif. Je n'ai de moi qu'un pauvre sentiment vif, interne et flageolant. J'ai de toi une sensation folle, claire. Tu risques de ne pas savoir ce qu'il y a en toi. Je voudrais essayer de le dire, mais je ne le pourrai pas aujourd'hui. Je sens mon cœur qui s'affole, malgré que mon être, en ce soir d'automne, est si tourmenté et si calme dans sa lucidité. Tu m'as tout refusé. Tu refuses de me rien donner. Me voilà maintenant devant une table, dans une chambre où monte la sourde rumeur de Paris, et je m'arrête, car je n'en puis plus. Tu peux essayer de me raconter et de te raconter mille histoires. Ce que je dis est définitif sur moi-même. Je ne te dirai pas de me répondre vite. Je te demande de répondre sur le champ à Jacques-Stéphane Alexis. Post-scriptum. Une heure trois quarts sur scène, seul Richard Brisson. C'est une performance pour un comédien. Mais c'est très dur comme expérience théâtrale, non? Très dur, je ne dirais pas. C'est passionnant, oui. Mais très dur. Mais c'est une sorte de performance sportive. Sportive non plus. Plutôt une performance de mémoire. De mémoire seulement? Plutôt. L'expérience de jouer ce journal d'un fou par-dessus le marché doit apporter, du moins pour le spectateur, quelque chose d'autre. Voir un homme pendant une heure trois quarts évoluer de la schizophrénie à la mégalomanie, ça aussi, ça doit être assez contraignant pour le comédien qui l'interprète. D'après moi, ce serait beaucoup plus contraignant pour le public que de voir jouer ce personnage, ce fou-là. Mais pour le comédien, à la longue, on s'habitue, quoi. À la mise en scène et à l'action même. De passer de la schizophrénie, comme tu dis, à la mégalomanie. Parce que tout compte fait, on rentre dans la peau du personnage et puis on ne s'aperçoit plus de rien. Oui, mais Richard, tu laisses l'impression de facilité, en définitive. Oh oui. La pièce est moins difficile à monter que je me l'imaginais au début. Je m'en suis rendu compte hier après l'avoir jouée.
moins difficile à monter que tu ne l'imaginais, ce qui veut dire que les difficultés de départ ont été surmontées par toi très facilement. Plutôt. Le texte, au départ, quand j'ai commencé à l'étudier, je me suis imaginé que c'était une montagne. Et puis, arrivé à la 10e page, je me suis dit, ben, tout compte fait, c'est pas si mal que ça s'est enlevé en 2 semaines. 2 semaines pour monter un spectacle pareil? Oui. 2 semaines seulement? 2 semaines, 2-3 semaines. Alors c'est plus qu'une performance, c'est un record. Un record? Non, mais je veux dire, je te demande. Oh, c'est assez facile, record, parce que, bon, il n'y a qu'un seul personnage dans la pièce, donc je travaille seul, à mes heures libres. Je répète seul. Il n'y a pas à attendre que les autres comédiens arrivent pour commencer à répéter. Il n'y a pas de séance de blagues ou d'audience comme ça se fait en général. Et puis, bon, j'ai un travail à faire, je le fais, donc ça va assez rapidement. Le matin, l'après-midi, le soir, très tard dans la soirée. Et puis, hop, comme ça s'est enlevé. Ça se laisse enlever. Alors tu veux dire, du point de vue, par référence aux standards de répétition en usage en Haïti, c'est plus facile, c'est plus aisé, mais par référence au texte lui-même, au fait de rentrer dans la peau d'un personnage qui n'est pas un personnage du commun, quoique on puisse le prétendre. Un fou, c'est pas tous les jours. Non, en effet. Surtout un fou comme celui-ci. Qu'est-ce que c'est que ce fou que nous voyons pendant 1h03 quart? Ce fou-là, c'est un personnage assez sympathique. Je le trouve sympathique. C'est un petit fonctionnaire minable qui s'éprend, qui s'amourache de la fille du ministre ou du directeur du ministère là où il travaille. Et il n'a comme toute porte de sortie pour cet amour-là que la folie des grandeurs. C'est comme ça qu'on s'aperçoit au fur et à mesure qu'il se prend pour le roi d'Espagne. Et en fin de compte, il est mis dans une cellule, et c'est à partir de ce moment que vraiment il devient fou, furieux, enragé même, et qu'il explose. En d'autres termes, pour toi, c'est un personnage sympathique, familier. Et le fait par toi de l'avoir placé dans une chambre qui ressemble comme une sœur à ces chambres de garçons que tu as pu montrer, le fait par toi de le placer ainsi dans un paysage familier, le rend encore plus proche de nous. Oui, encore plus proche de moi aussi. De toi. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs j'ai modifié, j'ai actualisé, j'ai un peu haïtianisé le texte de Gogol, parce que dans le texte original, il est question de Saint-Pétersbourg, des rues de Saint-Pétersbourg, tout ça. Et pour me rapprocher du personnage, je l'ai tout simplement placé à Port-au-Prince, situé dans Port-au-Prince. Te rapprocher du personnage. Quels sont les rapports qui s'établissent dans un cas pareil entre le personnage et son interprète? En d'autres termes, en jouant ce personnage, as-tu l'impression toi-même de devenir fou? Si j'ai l'impression de devenir fou, non. C'est-à-dire que, en fait, je ne sais pas ce qui se passe. Nous savons ce qui se passe au moment où tu joues. C'est que il arrive par moments, par éclair, et déjà c'est important, il arrive par éclair que le public se laisse prendre à l'identification. D'autant que ton allure, ton comportement, le fait que à certains moments, tu pousses des cris qui ne peuvent être que sincères, font croire, donne l'illusion d'eux. Eh bien, en fait, oui, le personnage devient fou, mais pas Richard Brisson. Richard Brisson est mis de côté. Non, c'est pas la vieille histoire du paradoxe du comédien que je veux renouveler avec toi. Non, c'est la part de Richard Brisson qu'il y a dans le personnage de Gogol. Je m'explique. À la fin, c'est la scène finale qui, à mon avis, est la plus poignante, celle que tu aurais réussi, selon moi, si tu avais été plus loin. Celle où tu hurles ton amour pour ta mère. Bon. Alors, j'estime que par moments, il y a des accents indéniables de sincérité. On sent vraiment que tu as aux tripes cet amour refoulé, cet amour incompris, cet amour... Bref. Et justement, tu dois tirer de toi, à ce moment-là, quelque chose auquel Gogol n'avait peut-être pas pensé, et qui te permet de te mettre beaucoup mieux, beaucoup plus intensément dans la peau de ce personnage. Ce sont ces rapports que je te demande d'essayer d'expliciter, ces rapports entre ce fonctionnaire minable et toi.
Ah, ce sont des rapports qui existent peut-être, mais que je n'arriverai pas très bien à définir. Et la preuve que ces rapports existent, c'est que tout de suite, j'ai eu envie de rentrer dans la peau de ce personnage, de monter la pièce. J'ai tout de suite été séduit par cette situation, par le texte et tout ça. Donc, forcément, il existe des rapports. Autrement, je serais resté indifférent vis-à-vis de cette pièce-là. Et pour sûr, je ne l'aurais pas montée. Mais aller faire un schéma ou te faire un dessin de ces rapports, tous ces rapports qui existent entre le personnage et moi, c'est plutôt difficile. Je n'y arriverai pas, non, je ne crois pas. Enfin, tu dis le mot difficile. Enfin, après 15 minutes au cours desquelles tu m'as parlé de la facilité de monter ce spectacle, tu dis, bon, il y a quelque chose de difficile. Mais y a-t-il pas autre chose de difficile aussi dans cette pièce de Gogol? Oui. Quoi? Le fait de savoir que le public sera là. C'est la première fois que je crois que j'éprouve vraiment ce qu'on appelle le trac en général. Je l'ai éprouvé hier matin et ça n'a pas été très gai. Alors là, oui, il y a une certaine, j'ai éprouvé une certaine difficulté à démarrer le texte. Mais à part ça, non, tout autant que je le travaillais, tout autant que j'étudiais et que je cherchais des idées pour la mise en scène, non, je ne crois pas. Ce travail a été plutôt facile. Bon, alors, tu dis que pour la première fois, tu as éprouvé le trac. C'est-à-dire, pour la première fois, tu as été vraiment conscient de la présence de l'autre, de l'auditoire, du public. Pourquoi cette différence? Pourquoi à propos de cette pièce? Ah, parce que là, peut-être que j'étais tout seul et puis je n'ai pas eu de metteur en scène. C'était vraiment ma première expérience, à part le petit bel indifférent, mais c'est vraiment la première fois que je prends un texte en main, que je le travaille seul et que je le présente. Je n'ai pas eu de conseils de gens bien placés pour savoir, avant de présenter cette avant-première, pour savoir si mon travail était valable ou pas. En fait, je savais bien qu'il y avait une part de valeur dans ce travail, mais je ne pouvais pas juger moi-même, puisque, en fait, je ne savais pas comment ça allait sortir. Est-ce que ce sont les vraies raisons? Parce que moi, j'ai éprouvé cette gêne. J'ai ressenti, j'ai perçu cette gêne que tu éprouvais sur scène. Mais je l'ai attribuée à autre chose. Si tu permets que je te dise, je l'ai attribuée à une pudeur que tu caches derrière une certaine impudeur. En d'autres termes, cette pièce, ce rôle est beaucoup plus que tu ne le crois ou que tu ne voudrais le faire croire, un rôle Richard Brisson. Tu te mets beaucoup plus à nu qu'ailleurs. Oh non, je ne crois pas. Non, les autres rôles ont été aussi des rôles très Richard Brisson. Et je me rappelle le marchand dans Brecht. Je crois que c'était un rôle à ma mesure. Et puis, c'était un rôle très Richard Brisson aussi. Si tu veux, je l'ai très bien interprété. De même que le Victor dans Le sale égoïste. Ou même Solange dans Les Bonnes de Jean Genet. Non, je ne crois pas que celui-ci soit plus ou moins Richard Brisson que notre rôle. Moi, je crois. Mais je crois que Gogol est arrivé à fouiller vraiment à pleine main dans tes tripes et qu'à un certain moment, tes tripes s'étalaient sur ce cadre, sur ce lit de camp de la cellule du Palais Royal de Madrid. Moi, je crois. Et je crois que c'est en définitive l'élément de gêne chez toi et l'élément de gêne dans le public aussi. Non, il n'y avait aucune gêne chez moi à présenter. Si, on sentait à un certain moment que tu te restreignais. Je vais te dire une chose qui m'a frappé, et Michel l'a noté aussi à côté de moi, quand cette dernière scène encore, qui à mon avis est le sommet, et qui aurait pu être, je sais pas moi, 100 fois plus émouvante qu'elle ne l'a été, justement parce que tu te retenais. Ce hurlement vers la mer, normalement, si tu te laissais aller, tu aurais dû être recroquevillé. Or, tu étais tendu, arqué sur ce lit de camp, et je sentais justement que tu cherchais un point d'équilibre. Je ne suis pas allé jusque-là. Ah, justement, c'est là le reproche que je te fais, c'est que c'est une pièce, c'est un rôle et un texte qui doit obliger le comédien à aller jusqu'au bout d'un tas de ses possibilités, de ses ressources. Ah ben là, oui, je crois que je suis allé jusqu'au bout de mes possibilités. Peut-être que si j'avais été travaillé par un metteur en scène, ça aurait mieux donné, mais
En fait de travail, je suis allé au bout de mes possibilités, oui. De tes possibilités, peut-être que tu en ignores Ah, de certaines. mes possibilités seul, quoi. Enfin, parce que j'ai beaucoup travaillé. Oui, tu as beaucoup travaillé, mais peut-être que tu en ignores certaines. Je vais te dire, tu as noté tout à l'heure quelque chose qui, selon moi, est capital. L'évolution de cet amour impossible, et impossible au départ, vers la folie. Mais tu te rends compte aussi qu'il y a un autre volet, une autre dimension à ce cas du fou, de ce fonctionnaire fou. C'est que, et c'est là où je ne voulais pas parler hier, parce que, parce que tu es très proche de moi, que je ne voulais pas en public te le dire, mais il y a dans le personnage du fou un côté très haïtien, parce qu'au départ, il est schizophrène, il vit sur deux plans. Il vit sur deux plans, comme nous tous, comme tous les Haïtiens vivent sur deux plans, le plan de la médiocrité quotidienne, et puis le plan de l'exaltation imaginaire. Et à partir de ces deux plans, qui souvent sont deux plans très quotidiens, très normaux, on n'est pas fou parce qu'on vit sur deux plans. Un homme n'est pas fou parce qu'il s'imagine être le président de la République, ou pouvoir l'être un jour. Et puis, il y a quelque chose qui se déclenche, un mécanisme, et puis toc, la mégalomanie s'installe. Et là, ça devient pathologique. Alors, je crois que ce toc, ce quelque chose qui se déclenche, tu l'as tellement haïtianisé qu'il en est imperceptible, mais tu n'en as pas tiré la dimension qu'il fallait pour le rendre grandiose, parce que c'est grandiose. Napoléon était mégalomane, Hitler aussi était mégalomane, Kemal Atatürk était mégalomane. Tu comprends? Donc, il y a vraiment, dans le texte de Gogol, selon moi, il y a une part de réalité dans ce vécu du roi d'Espagne. Il est peut-être le roi d'Espagne. Et c'est là la grandeur du texte de Gogol. Il n'est pas seulement fou, c'est pas seulement un petit fonctionnaire qui devient le roi d'Espagne dans son imaginaire. Non, il est peut-être vraiment le roi d'Espagne. Tu vois? Et je crois que là, il y a là une dimension qui t'a peut-être échappé. Hein? Je ne l'ai pas pris de cette façon-là, je ne l'ai pas vu sous cet angle, parce que, au départ, il aurait pu être bien n'importe quoi, se croire n'importe quoi d'autre. Parce que cette histoire du roi d'Espagne est venue du simple fait qu'il a lu dans les journaux, comme ça par hasard, qu'en Espagne, justement, il y avait des troubles et qu'il n'y avait pas de roi, que les dignitaires hésitaient à trouver un héritier. Mais alors, ça aurait pu être autre chose. Imaginons qu'il ait sous les yeux un jeune Afrique et qu'il se rendait compte, qu'on annonçait que Idi Amin Dada n'était plus président. Alors, il aurait pu se prendre pour le nouveau président. Et là où je trouve que l'Espagne s'est bien choisie, parce qu'on bâtit bien des châteaux en Espagne, et c'est un peu ce qu'il fait, là. Oui, Richard, mais tu ne vois pas comment Gogol atteint à l'universel par le biais du quotidien. C'est que, en définitive, de même qu'il est vrai que nous sommes tous en train de construire des châteaux en Espagne, et que nous pouvons tous devenir un jour ce fou qui se croit le roi d'Espagne, mais à l'inverse, il est aussi vrai que le roi d'Espagne, ou le chancelier de fer, ou Staline, ou Mao Tse-tung, ont été à l'origine de petits médiocres bonshommes qui ont lu quelque chose, qui a été ce morceau de journal qui leur a fait croire à un destin grandiose. C'est là la deuxième dimension de la pièce de Gogol. C'est allé chercher loin. Ah oui, mais Gogol a été très loin cherché dans une réalité foisonnante, et je crois que le mérite d'un interprète, c'est justement de pouvoir, en fouillant une pièce, en fouillant un rôle, d'en faire sortir la richesse. Et le rôle un petit peu du public, c'est de te suivre à la trace et d'être exalté par toi, comme on l'a été hier au Rideau, à la première représentation. Oui, et quoi d'autre? C'est fini. Ah J'espère. non, J'espère, c'est fini. Oh, Du moins pour aujourd'hui. Tu n'as relevé que 2 points, là. Je crois que ce sont 2 points importants. Et après avoir revu la pièce, parce que tu m'as donné le goût de la revoir, de te revoir jouer, peut-être que nous en dirons davantage. Peut-être. Merci quand même.